Le bain dans l'océan est le seul moment où je revis intact, imparable, une sensation d'enfance. Depuis, il ne s'est rien passé que le tonnerre du vide, au point que seul sur l'immense plage, l'enfance tient tête à l'océan, l'enfance qui me tient tête, magdaléniennement. Si, j'oubliais, il s'est passé ceci, sans un mot, dans l'ourlet de la vague, juste vu, toi nu, un trait de fusain blond au bas du ventre, ou plutôt au haut de tes jambes. Personne ne m'a vu voir ça, je n'ai jamais été moins seul, ni l'enfance. Mon amour, je te remercie de m'avoir fait une place dans les bagnes de la mer. Fusain, dans le souvenir duquel s'envolent les hirondelles, dans l'énergie, dans la décision duquel. Il y a aussi, initié dès l'enfance, la houle du travail des morts. Et les vivants sont où? J'aimerais cruellement qu'ils soient là. Les robots pour presser les oranges, j'aurais tant aimé leur présence. Au lieu de quoi, en cet instant, je n'ai que mon bâton de rouge à lèvres pour écrire sur l'horizon, jointe à la secrète évidence que ma voix, mon unique compagnie, n'a pas mué. Tandis que s'étalonnent les rouges qui ont précipité ma vie dans un abîme de poésie, l'ocre spacieux de Lascaux et d'un bond le rouge américain du film de l'Atelier rouge de Matisse, ou le sombre que je suce au zénith de tes reins. Ou ça, oui, là, ma vie. Ainsi que le rouge soprane du garçon au gilet rouge, ou encore en continu l'incandescence du 13e quatuor, dont mes yeux sont noyés, dont mes poumons sont pleins, dont mes oreilles sont insuffisantes. Bonsoir. Bienvenue à la Maison de la Poésie qui accueille ce soir Dominique Fourcade, Sophie Paiurigi, Adrien France-Lanor, à l'occasion de la sortie de Vous m'avez fait chercher aux éditions POL. Merci Dominique Fourcade d'avoir accepté de lire ces quelques lignes, ces quelques blocs d'un des poèmes qui court le long de ce livre intitulé Feston. Merci donc d'avoir accepté parce que je sais que c'est un exercice que vous ne pratiquez plus. Alors, vous m'avez fait chercher. C'est un étrange livre. D'abord parce que son format n'est pas le format d'un livre de poésie, ni d'un livre d'images. Parce que le titre, vous m'avez fait chercher, est un titre qui est ouvert à de multiples interprétations. Et parce que la quatrième de couverture, dans un sourire qui nous intrigue, dit « N'est qu'un autoportrait, on s'y est mis à trois ». Donc déjà, on se dit, il y a quand même quelque chose d'étrange entre une distribution presque hollywoodienne, trois auteurs, un titre qui peut dire tout et son contraire, ou presque, qui est-vous, qui demande, qui cherche, qui apparaît. Et cette restriction à la fin n'est qu'un autre portrait, on s'y est mis à trois. Alors c'est un livre d'images en plus, mais qui ne sont pas des illustrations, ce qui ne va pas simplifier les choses. Illustrations, non, ni des livres précédents, ni des textes présents dans le livre, et ni même, d'une certaine manière, du monde de Dominique Fourcade, plutôt des échos et des réverbérations de ce monde. Et je m'arrête là, presque, pour l'instant. En tout cas, je voudrais ajouter que, vous l'avez, je crois, dit vous-même, il n'est pas nécessaire de vous avoir déjà lu.
de connaître un peu ou tout de votre poésie, il n'est pas nécessaire de savoir que de Ciel pas d'angle à Magdaléniennement, donc 1983-2020, jusqu'à Vous m'avez fait chercher, vous accomplissez, Dominique Fourcade, l'une des trajectoires majeures de la poésie contemporaine. Donc, ouvrir, regarder, lire, comme un livre, comme un film, comme une partition, comme une chorégraphie, et peut-être, sans doute, comme un premier livre. Mais ça, ce n'est pas une vraie question. Alors, d'abord, avant de dire quoi que ce soit, je veux remercier Olivier Chaudenson et la Maison de la Poésie de nous accueillir ce soir, bien sûr, et remercier Frédéric Boyer et les éditions POL d'avoir encouragé ce livre tout au long et d'avoir eu la générosité de le produire. Alors, la question c'est... La question, c'était une fausse question, oui. mais alors, quand même, un premier livre parce que réellement, et je pense que Sophie et Adrien seront d'accord, c'est un livre qu'on peut lire indépendamment de tous les autres, même s'il est dans une continuité avec les autres. D'abord, un premier livre, la réponse est assez facile, parce que pour moi, tout livre que je commence est un premier livre. Je commence sans savoir où je vais, et donc le premier livre, c'était là, c'est pas je commence, c'est nous trois avons commencé ce livre qui était un premier livre. Il était d'autant plus un premier livre que il a été totalement improvisé, que nous ne savions pas où nous allions aller, ni comment nous allions le mener, et que la seule chose que nous sentions, c'était que nous voulions faire un livre d'images. Nous imaginions qu'il allait procéder par couple de pages et par le dialogue qu'allait entretenir la page de gauche et la page de droite, mais nous ne savions pas, une fois les deux premières pages établies, ce qu'allaient être les pages suivantes, ni quel genre de séquence allait prendre. Et on a été... on n'avait pas du tout imaginé aussi qu'il y aurait tant d'écriture. Moi, je voyais ce livre comme uniquement un livre d'images et rien d'écrit. À un moment donné, au premier rendez-vous de travail avec Frédéric Boyer, il a dit qu'il fallait une préface pour expliquer ce que nous faisions. J'ai donc écrit, au bout des 20 premières pages, qui était le premier rapport d'étape qu'on a fait aux éditions POL, j'ai écrit préambule, libellule. C'est déjà une chose que je ne m'attendais pas à écrire, mais qui a eu ceci d'utile, c'est que elle m'a permis, peut-être nous a permis à tous les trois, de nous éclaircir les idées. On était très surpris de l'afflux d'images. Par image, nous voulions dire, et nous pensons, et je pense, que non seulement une reproduction d'un tableau de Manet, mettons le fifre, est évidemment une image, cette image en elle-même est très parlante, est le début d'un poème, presque indépendante de la peinture auquel elle se réfère, et que dès lors qu'on la met en regard avec autre chose, commence un jeu poétique très inattendu. La chose que, quand je parle d'improvisation, ça a été improvisé complètement, sauf sur un point précis qu'il faut avoir l'honnêteté de dire dès maintenant, c'est qu'à partir du moment où on a convenu, c'est venu comme ça, que la première image ou la seconde, je ne me rappelle plus, ça serait une image de moi, tout jeune enfant, non, même pas encore adolescent, membre du Racing Club de France, j'ai eu l'idée qu'on finirait, pour que ça soit, qu'il y ait un peu d'humour dans tout ça, sur moi jouant au football avec ma petite fille. C'est la seule chose qui n'était pas improvisée dans le livre. Tout le reste l'a été. La chose qui était surprenante, pour moi, très surprenante, la première surprise, c'est que à partir du moment où il y a eu certains couples d'images qui, pour moi, allaient de soi, Adrien et Sophie m'ont dit quelque chose comme, ils m'arrêteront si je trahis la vérité, très bien, pour nous c'est très très parlant, mais le lecteur ou le regardeur risque de ne pas comprendre, il faudrait expliquer. Et je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo que nous avons tournée avec Jean-Paul Hirsch,
je m'entends encore leur dire, bon, ben, ça, il s'agissait là de la double page avec les 4 livres contre la torture des éditions de Minuit, à gauche, et à droite, la couverture de Paris Match pour la mort de Matisse. Qui, moi, j'étais tellement à nu, mise à nu par ces 2 pages, chacune en elle-même, et le vis-à-vis qu'elles formaient, le dialogue qu'elles entreprenaient, que d'abord j'avais envie d'aller me cacher, et deuxièmement, je pensais que ça suffisait comme ça, il n'y avait rien à dire. Et alors j'ai dit, bon, ben, je vais le faire en 2 lignes. Et au lieu de 2 lignes, ça a commencé c'est la première légende que j'ai commencé à écrire pour le livre. Et ces 2 lignes sont devenues 20 lignes, mais surtout, ce qui était passionnant, comme souvent avec l'écriture, c'est que j'ai découvert un nouveau monde. Et j'ai découvert une nouvelle méthode. Et comme une nouvelle musique, si je puis parler avec le moins de prétention possible, je pouvais jouer une nouvelle musique que je ne savais pas que je pouvais produire. Laquelle ? Une écriture très spécifique. Ces légendes ont une écriture très très spécifique qui permettait d'aller avec une certaine aisance, un bonheur évident en tout cas pour moi, de l'intime, du biographique à l'universel, à l'intime à nouveau et à l'universel, avec, j'espère, honnêteté et j'espère allégresse, et en essayant de masquer l'angoisse qui était la mienne. Et j'étais surpris de l'aisance avec laquelle ce chose n'apparaissait pas comme le passé, mais encore présent, le moment de la torture en Algérie, et je le vis aujourd'hui comme quand j'y étais. Et Matisse aussi, bien qu'il y ait très longtemps que je ne travaille plus sur Matisse, je le vis comme si j'étais encore en plein dedans. Et les 2 ensemble, j'ai trouvé une sorte d'instrumentation d'écrivain pour en parler, me mouvoir. Et ça a été une révélation de métier pour moi, c'était bien de pouvoir faire ça. Et ça a instauré d'un coup quelque chose que, encore une fois, nous n'avions pas prévu, qu'un 2e genre d'écriture après le préambule, les légendes. Puis après, il y en a eu d'autres. Alors, cette fois-ci, j'aimerais avoir le récit du début, du lancement du chantier, et déjà avant même la mise en place du chantier. Comment avez-vous fait pour convaincre quelqu'un comme Dominique Fourcade, extrêmement rétif justement à se tourner vers le passé, en tout cas un passé individuel, biographique, très rétif aussi à parler à la première personne. Enfin, comment vous avez réussi à faire en sorte que cet autoportrait soit en même temps une manière détournée d'autobiographie? En fait, enfin, on n'a pas réussi quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment le dire. On n'a pas eu ce but. Ça, c'est le point de départ. Il n'est pas là. On n'a pas tenté de faire en sorte que Dominique Fourcade raconte sa vie ou s'expose. On avait même conscience de ce que ça risquait d'entraîner. C'était pas là. Je crois que le point de départ, c'était vraiment sur son œuvre, de manière très très large, à la fois les livres qu'il a écrits, les expositions qu'il a réalisées, ou peut-être même, c'est vrai, certaines choses qu'on sentait poétiques par ailleurs, enfin, une forme d'événements poétiques. Et c'était... je crois que le désir qu'on avait, c'était d'exposer ça, d'être dans un travail d'exposition de ça. C'est-à-dire, je pense qu'Adrien et moi, on était en lecteur aussi par rapport à ça, en auditeur et en lecteur, et qu'on souhaitait, on avait très très envie qu'il y ait une forme d'exposition de cette œuvre sans qu'elle soit recouverte de nos mots. Et il y avait plein d'origines en fait à ça, différentes.
Un jour, Dominique Fourcade avait rapporté le propos d'un de ses amis qui disait, à propos de son œuvre, ça tient vachement. Et je crois qu'on avait envie de ça, de montrer que ça tenait vachement. Qu'il y avait à la fois dans cette multiplicité, dans tous ces courants, qu'il y avait une grande unité, qu'il y avait un monde, même si j'aime pas forcément le mot monde. Ça, je crois que c'était important et que ça a été un élément vraiment déclencheur. Je me souviens aussi je crois que c'était une vidéo pour POL au moment où Dominique Fourcade avait fait l'exposition Sylvie Montaille. Et il disait dans cette vidéo, d'ailleurs c'est intéressant que ce soit une vidéo chez l'éditeur de poésie qui ait eu cet entretien, cette forme d'entretien. Il disait qu'il avait dans cette exposition essayé de trouver les courants majeurs d'une œuvre. Et je crois qu'on était, on était un peu là-dedans. Et puis, quand peu à peu, on s'est demandé comment ça allait se passer. D'abord, on a eu un rendez-vous plusieurs rendez-vous avec Frédéric Boyer, qui nous a toujours très bien accueillis. Puis il était indispensable en fait que Dominique Fourcade soit aussi pleinement dans le projet. Et en fait, c'est le lancement du livre. On ne savait pas trop où on allait. On était dans ce désir d'un poème du poème, si je puis le dire comme ça. Et c'est là où s'est déclenché ces choses dont vous parlez. Mais on ne l'a pas attaché sur une chaise en lui disant « maintenant vous allez parler ». C'était pas du tout ça. C'est-à-dire que tu as quand même eu l'idée de faire ce livre au départ sur Dominique. Là, Dominique était d'accord et qu'on fasse ça ensemble. Et on n'a pas eu à le convaincre. C'est plutôt que le projet s'est défait petit à petit. Tout ce qui était prévu s'est désagrégé et s'est transformé en une espèce d'improvisation au fur et à mesure que nous avons découverte ensemble, avec les éléments d'écriture nouveaux dont Dominique a parlé, etc. Et nous-mêmes, on a découvert au fur et à mesure ça. Donc en fait, plus personne n'a cherché à convaincre personne. La poésie s'est un peu imposée à nous. Et effectivement, un livre s'est petit à petit configuré à notre grande surprise. Et en même temps, effectivement, premier livre parce que c'est un livre qui, une fois de plus, comme les autres livres de Dominique, cherche à sortir de l'espace traditionnel du livre et de la page. Et celui-ci, à nouveau, il y a déjà Axbo, c'est une question depuis Le ciel pas d'angle, cette question de ne pas rester rivé à la linéarité du livre, etc. Et là, on le réussit, on l'a fait d'une manière nouvelle, avec les images, qui permet une plasticité complètement inattendue et qui nous a surprise et qui fait que effectivement ce livre, quand on l'ouvre, il est premier, il est nouveau parce qu'il a une manière de nous embrasser, comme de passer derrière nous, d'exploser, d'éclater, de sortir de la page. Ça nous a vraiment et ça nous a surpris, je dois dire, jusqu'au moment où on l'a eu entre les mains, parce qu'on l'a composé d'abord sur Word, ensuite avec Anthony Delbecq, des heures et des heures formidables de composition sur l'ordinateur, mais ça reste encore un PDF, et un PDF, c'est pas un livre, et quand on l'a eu dans les mains, on a su que, on a pensé que c'était vrai, que c'était possible, voilà, à ce moment-là. On n'a pas dit tous ceux qui composent ce livre, parce qu'il y a à la fois des photos, des tableaux, des partitions, des pages à la typographie variable avec des caractères, des corps. Donc, des corps, déjà, ceux qui sont représentés dans les peintures ou dans les photos, et puis le corps des lettres, et la page imprimée, la typographie, les typographies sont des images au même titre que les autres. Et puis, il y a cet afflux, comme si au fond, elle n'attendait que ça, les images, les partitions, les photos. Et il y a les combinaisons, les juxtapositions,
combinaison de tous ces éléments qui font que il y a un mouvement continuel. Ce qui me frappe, c'est le mouvement du livre. Le livre est mouvement et il impulse un mouvement au lecteur. Je crois qu'on y reviendra parce que je sens que la pulsion et l'impulsion du livre est très agissante sur le lecteur. D'ailleurs, à commencer de quelque chose de très concret, c'est-à-dire que on ouvre le livre, on regarde, on cherche, et on a envie d'aller voir en vrai, sur place, là où c'est possible, ou sur Internet si ce n'est pas possible. Donc, enfin, on bouge. J'espère que c'est vrai, mais... Peut-être avec Aujourd'hui, j'ai essayé en prévision de cette soirée, j'ai essayé de reprendre le livre en main et il me faisait peur. Donc, il me faisait peur parce que il se déroulait à une vitesse vertigineuse et puis il revenait sur lui-même et il m'expulsait constamment. Et moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je dis des choses, bien sûr, qui ne sont pas ce que nous disions au début quand on l'a commencé, et qui ne sont pas ce que nous disions au milieu, en cours d'étape, et même quand il est paru, mon sentiment à l'égard du livre n'arrête pas d'évoluer. Mais aujourd'hui, il me fait peur parce qu'il m'explose entre les mains. Je ne sais plus comment le prendre, ni même s'il est justifié. Je me rappelle simplement qu'on a eu une allégresse immense en le composant. Et moi, une peur immense pour la part que j'ai eu à écrire, et dont je savais encore une fois rien au début. Et je pense qu'il y a un énorme dynamisme lié à l'effet, non pas d'addition, mais de multiplication de l'énergie de ce livre, couple d'images par couple d'images, et elle renvoie sans cesse les unes aux autres, la première à la dernière. Ce qui fait que il est pour moi maintenant, je peux plus c'est lui qui me domine complètement et m'inquiète. J'espère que les personnes que j'ai mises en cause ne vont pas se retourner dans leur tombe pour me faire des reproches comme Merce Cunningham, ou je l'ai envoyé à Dominique Merci, que j'admire tellement, qui a juste répondu merci. Il est peut-être furieux, mais par exemple, si vous me permettez de prendre un exemple, la double page de Dominique Merci est d'une telle énergie en tant que telle. Je ne vois pas, moi, écrivain, ce que je pourrais produire d'aussi beau et d'aussi énergique. Je ne dis même pas seulement que la danse qu'il a lui-même dansée tout au long de sa carrière, mais que les photographies de cette danse, c'est-à-dire que les photos sont en elles-mêmes un grand poème. Et c'est une des choses que j'aimerais que ce livre dise. Elles traduisent, par exemple, pour Dominique Merci, elles traduisent l'extraordinaire qualité qu'il avait comme soliste à l'intérieur d'une compagnie. Dans chaque pièce de Pina Bausch, il donnait le sentiment d'improviser. Mais ce qui était absolument merveilleux, c'est que non seulement il donnait le sentiment d'improviser une nouvelle danse à l'intérieur de ce que faisait Pina Bausch, qui était en soi très très nouveau, mais qu'il impulsait l'ensemble de la troupe. C'est assez extraordinaire. Quelqu'un qui trouve le moyen, un écrivain impulse sa page. Lui, il impulsait sa danse et l'ensemble de la compagnie. Et il y avait une différence d'énergie absolument énorme entre les scènes où il était présent et celles où il n'était pas présent. Parce que les gens, tout autour, les danseurs et les danseuses, puisaient en lui constamment. Il y a eu un film sur lui qui est très très beau, mais qui ne parle que de son génie de soliste.
mais il avait aussi un génie de généraliste d'énergie poétique, de producteur d'énergie poétique que très très peu de gens ont. Et moi, il me semble que ce qui finit par justifier ce livre à mes yeux, parce que toutes les nuits, je cherche à me le justifier, j'ai honte maintenant, et je me dis que cette double page de Dominique Mercy, au moins le livre est mérité, ou la page avec la photo de Paul Tchaikovsky-Laurence, et qui est la seule, je crois, où je me suis autorisé à apparaître à côté de quelqu'un dans ce livre. Et c'est Paul qui a rendu tout possible de ce que j'ai pu faire dans la vie en tant qu'écrivain. Et j'ai adoré la légende que j'ai pu écrire sous la photo. Je suis très très heureux. Et j'ai adoré la page de gauche, la citation de Pina Bausch. J'adorais ça, j'adorais faire ça, je suis très content de ça. Et cet homme qui n'a évidemment nul besoin de Paul Tchaikovsky-Laurence, nul besoin de moi pour survivre dans la mémoire de tous, mais la façon dont il est là, c'est aussi très très bien. Si je ne me trompe pas, Paul Tchaikovsky-Laurence vous disait écris, sinon on est foutu. Il n'avait jamais sans doute vu un spectacle de Pina Bausch. Il ne savait certainement pas que Pina Bausch disait à ses danseurs dansez, sinon on est foutu. Oui, en gros c'est ça. Oui, en gros c'est ça. Et en gros, je suis content encore une fois de l'avoir trouvé, ça, de l'avoir retrouvé. Que ce soit, c'est venu de façon irrépressible. De temps en temps, Adrien ou Sophie produisaient la page de gauche ou la page de droite, ou moi les deux pages, ou l'un des deux les deux pages. Quand on a mis Dessert Harmonie Rouge de Matisse que je voulais tellement mettre, Sophie est arrivée avec le poème de Mandelstam. Elle l'a produit là, et c'est comme s'il avait été là pour toujours. Ou quand j'ai commencé par mon commencement à moi, qui était l'exposition Poussin, la grande rétrospective d'après-guerre au Louvre, qui était déterminante pour ma vie, pour toute ma vie, sur tous les plans et aspects de ma vie. Et Adrien, sans rien dire, a produit la page de titre de Discrete Series de George Open. J'ai compris que les boucles de ma vie se refermaient tout en restant ouvertes. Parce que si ça se referme, c'est sinistre. Il y avait quelque chose qui se réunissait et qui restait ouvert. La chose inouïe, c'est que petit à petit, le système harmonique mis au point par le travail entre nous trois s'est perfectionné sans cesse, en ce sens que ce que je viens de dire s'est multiplié. Que si c'est moi, effectivement, enfin, eux ont écrit 2 index auxquels on se référera, je suis sûr, beaucoup et très souvent dans ce livre. Le reste des écrits, c'est moi. Je dis c'est moi, parce qu'il faut bien que ce soit quelqu'un. Mais je happais, comme je fais toujours dans la vie quand j'écris, tout ce que je pouvais au passage, et notamment des propos de l'un ou de l'autre. Lorraine Bacal, elle allume sa cigarette et j'entends encore Adrien dire, à l'époque c'était au téléphone puisqu'on ne pouvait plus se voir à cause du confinement, il dit mais c'est Madeleine à la veilleuse. Et j'ai rien dit, mais je l'ai chopé, je l'ai mis dans le texte. Et c'est constamment des choses comme ça se sont passées. Autrement dit, je suis l'écrivain, mais l'écrivain qui a tout pris aux autres, tout ce qu'il pouvait. Éponge. Il a éponge. Modèle 2021. Oui. J'ai été très très surpris même d'être à même de le faire parce qu'il ne faut pas oublier d'où je venais. Je venais de Magdaléniennement, dont je considérais vraiment, et je l'ai beaucoup dit autour de moi, que c'était mon dernier livre. Je n'avais plus les capacités de faire quoi que ce soit après ça, ni le désir. J'étais vraiment allé au bout de quelque chose avec Magdaléniennement et tout seul. J'ai honte d'avoir à le dire parce que je pense que tout le monde le sait.
Seul, ce livre n'aurait jamais existé. Je dirais, c'est nous trois. Même à deux, il n'aurait pas existé. C'est la marque de nous trois. J'en reviens pas. J'en reviens pas parce que je ne savais pas que je pouvais travailler à l'intérieur même de mon métier. Dans ce qu'il y a de multiple, je ne reviens pas que je pouvais faire ça à trois. Et faire quelque chose qui est quand même un autoportrait, n'est qu'un autoportrait au sens où un autoportrait de Rembrandt. Je cite à dessein les plus grands exemples, non pas pour m'égaler au plus grand, mais pour comparer. La comparaison est un exercice majeur et le plus humble possible de l'intelligence. Un autoportrait de Rembrandt, c'est quand même pas la ronde de nuit. Donc, je ne prends pas ça pour la ronde de nuit. Je prends ça simplement, le plus humblement, pour un autoportrait, non pas de moi, mais d'un écrivain qui porte mon nom et qui écrit des livres qui sont signés de mon nom. C'est l'autoportrait de quelqu'un qui a fait ça, mais c'est pas d'un individu, mais simplement d'un être soumis à l'énergie d'écrire. Il y a une citation d'une lettre de Marina Tsvetaeva à Pierre Souvchinski, personnage qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre et dont peut-être vous nous direz un peu plus la relation que vous avez eue avec lui. La lettre est datée du 15 mars 1926 et Marina Tsvetaeva écrit à Pierre Souvchinski « Je n'ai rien à faire de parvenir jusqu'à moi-même. Moi, pour parler franchement, je n'existe tout simplement pas. Je suis tout entière en ce qui m'est propre. Il m'a dévoré. Voilà pourquoi j'entraîne l'autre vers ce qui m'est propre, jamais vers moi. » Et j'ai l'impression qu'en ouvrant ce livre, en se l'appropriant en tant que lectrice, c'est exactement ça. Ce qui est transmis, c'est quelque chose qui vous est propre et que vous avez à la fois partagé avec Sophie, avec Adrien, que tous les trois vous le partagez avec les lecteurs, mais c'est justement ce que vous possédez et qui vous possède, et pas vous. Et donc on finirait presque par oublier, ça va vous plaire, je crois, on finirait presque par oublier Dominique Fourcade, oui, ça me plaît, soluble dans tout ce qui est appelé dans ce livre, donc tous les êtres, que ce soit le garçon au gilet rouge de Cézanne, que ce soit la dame de Hohlefels 35 000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a découverte il n'y a pas si longtemps. Et tout ça vous appartient et tout ça, vous le partagez généreusement. Je ne le partage pas, je le produis. Et après, ça apparaît. Je le donne à voir, à être, comme les composants d'une espèce de grande machinerie ou industrie poétique. Et après, c'est pas le mot de partage, c'est le mot de... Et tout déferle. Quand tout déferle, c'est sans partage. C'est sans... une fois que c'est fait, il y a simplement... Ça vous vient... Ça vous saute au visage. Le premier visage auquel ça saute, c'est moi. Ça me saute au visage. Après, si ça peut sauter au visage des autres, c'est bien aussi, mais ça ne se divise pas. C'est entier. C'est l'ensemble qui arrive. Et encore une fois, comme j'allais dire, comme toujours dans votre poésie, c'est une question de rapport, c'est une syntaxe des rapports, de la mise en rapport des images avec
d'autres images, d'un texte avec une image, mais qui n'est jamais une illustration, mais quelque chose de beaucoup plus secret, une parenté, qui n'est même pas une similitude, mais une contiguïté. Et vous parliez tout à l'heure de l'ouverture, et j'ai l'impression que ces combinaisons que vous avez trouvées entre tous ces différents éléments, et que vous avez choisis donc dans une succession, laissent la liberté au lecteur, ou le lecteur prend cette liberté parce que vous l'autorisez, de les recombiner, ou en tout cas de faire des sauts qui combinent différemment. Par exemple, quand je lis dans une critique qui porte sur le jeu de Thelonious Monk, le critique dit, il parle d'un sol décapité. Sol, la note décapitée. André Auder, oui. Oui. Et moi, je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive à ce poème de Emily Dickinson qui revient, puisque vous dites que vous n'arrivez pas à le traduire, et que je ne saurais évidemment pas traduire, d'autant que je connais très mal l'anglais, mais je ne sais pas pourquoi, vous allez d'ailleurs peut-être nous le dire, ce poème en anglais. Je ne vais pas y arriver. On va le chercher. Peut-être Adrien peut le chercher entre-temps. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je repense à ce mot de décapité, et qui revient d'un feston dans votre poème. Je crois que c'est le poème 1146, qui est un des plus beaux poèmes du monde occidental. Soft as the massacre of sons by evening sabres slain. Voilà. Je le redis. Soft as the massacre of sons by evening sabres slain. Et c'est sur un fragment au crayon, un petit bout, le fragment 353. Et moi j'ai connu ça bien sûr par Susan Howe, qui présente ça et là dans le livre. J'en profite pour dire combien son travail de poète a été colossalement important pour moi. Et sa lecture d'Emily Dickinson m'a aidé considérablement à trouver une forme où je pouvais écrire ce qu'à défaut d'une meilleure formule, j'appellerais un essai-poème et un poème-essai. C'est-à-dire associer le monde discursif et la prose et les vers et le monde de l'explication au monde de l'apparition. My Emily Dickinson, qui existe maintenant en français, Dieu merci. Et enfin, My Emily Dickinson de Susan Howe m'a énormément aidé. De même que m'a énormément aidé à faire face au monde contemporain la formule qu'elle a tenue en public lors d'une interview où elle a dit d'Emily Dickinson, « She is definitely the anti-Trump woman ». Elle est, d'une façon très claire et explicite, la femme anti-Trump. Elle est exactement ce qu'il nous faut pour combattre ce qui menace l'Amérique et ce qui menace nous aussi, aujourd'hui, ici. Et en quoi ce livre compte pour moi, et qu'il y a aussi une manifestation pour affirmer ça. La poésie, c'est de la politique au plus haut degré et au plus haut risque. Et je pense qu'il sera sensible à tout le monde qu'elle s'exprime en elle-même, et dans ce livre, elle se conjugue au féminin. Si je pense aux premières pages du livre, il y a le prélude de Libellule qui
qui est ce texte. Et puis, il y a, comme on entre dans le livre comme par des accords ou des thèmes qui vont être développés plus ou moins à l'intérieur du livre. Et puis, on entre dans quelque chose qui est ce que vous venez de dire, cette implication très forte du poétique et du politique, avec les 4 pages des 4 livres. Vous aviez fait allusion tout à l'heure, 4 couvertures de 4 livres sortis aux éditions de Minuit dans les années entre 56 et 59, 60, contre la torture en Algérie. Et la page Un regard, c'est la couverture de Paris Match, l'annonce de la mort de Matisse. Et on le voit devant, je crois, c'est la perruche et la sirène. Donc, c'est l'annonce de la mort de Matisse. Et tout en haut de Paris Match, il y a juste de nos envoyés spéciaux dans les Aurès. Et un peu plus loin, ce sera 4 couvertures des livres de Primo Levi, Charlotte Delbo, Robert Antelme, Imre Kertész. Et ce sera la page de François avec la chute de Tien Bien Phu le 8 mai 54. Et un regard, un photogramme à bout de souffle de Godard, 6 ans plus tard, mais qui est la rupture. La rupture pour vous, vous dites, ma poésie sera ce cinéma ou ne sera pas. Donc c'est cette implication de tout ce qui arrive en même temps, le politique, les désastres plus ou moins graves, évidemment, de l'époque, et en même temps la découverte de la poésie, de l'art, et comment tenir ces 2 choses ensemble, comment avancer. Moi, je ne sais pas comment. Pardon. Ce que je peux dire, c'est que, d'abord, dans ma vie, l'événement politique, par exemple, mais loin d'être le seul, la chute de Dien Bien Phu, alors que je suis encore vraiment très très jeune, et que commence à se dessiner une vague idée de ce que je voudrais faire dans la vie, en même temps que grandit l'impossibilité totale d'envisager comment le faire. Mais Dien Bien Phu, la chute de Dien Bien Phu m'est arrivée de façon comme un événement humain, poétique, visuel. Visuel, c'était quoi? C'était la une de François, qui était extraordinaire. À l'époque. Il n'y avait pas la télévision, ou si elle balbutiait. En tout cas, dans ma vie, il n'y avait pas de télévision, et dans la vie de la majorité des Français, c'était la radio ou la presse écrite. La presse écrite est cette chose si importante qui est la une des journaux. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et certains grands journaux, quand ils ont des grands directeurs, sont capables de résumer un événement et de l'agencer typographiquement. Et du coup, c'est une image. Et du coup, c'est un poème. La pire catastrophe prend la forme d'un poème, c'est-à-dire de quelque chose qui brutalement est passé du non-être à l'être. J'étais très très sensible à ça, très jeune, mais je ne savais pas le formuler. Mais n'empêche que toutes ces choses sont en route en vous, et il y a des êtres très précoces dont je n'étais pas, qui sont capables à partir de ça, de faire quelque chose d'original très vite. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose d'original dans la vie, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour que les choses se décantent. Mais je savais que j'avais une apparition de la nouvelle qui était au moins aussi importante que la nouvelle elle-même. Et que sa transcription sur le visage des gens autour de moi, en haut du métro Courcelles, j'habitais à l'époque boulevard de Courcelles, était aussi importante que l'événement lui-même, et aussi belle, et que j'aurais un jour à en rendre compte. Mais est-ce que j'en serais jamais capable? Mais j'aurais un jour à rendre compte de la beauté de cette douleur des gens autour de moi.
Et en même temps, j'avais un peu honte, même beaucoup honte, d'être intéressé par leur douleur au cœur de la tragédie. Et je Dien Bien Phu, pour moi, a signifié la fin d'un monde, la fin d'une certaine attitude de mon pays, c'est-à-dire le pays auquel j'appartiens pour le meilleur et pour le pire, la France, même si aujourd'hui j'ai plus du tout le sentiment de lui appartenir. Mais à l'époque j'appartenais, j'avais pas d'autre horizon, et je sentais bien que quelque chose s'était complètement écroulé, et toutes les valeurs politiques et toutes les valeurs littéraires et toutes les valeurs morales dans lesquelles on m'avait élevé s'écroulaient. Et pouvaient être remplacées par quoi? Sur le moment, par rien. Et comme il y a eu beaucoup d'occasions de reparler de Godard et de l'influence du travail de Godard et notamment du montage des films de Godard dans mon écriture, mais beaucoup plus tard, bien sûr, on s'est dit, mais tiens, si on mettait à bout de souffle, là, en regard. Et là, on s'est aperçu que à bout de souffle, c'est 6 ans après. 6 ans qui ont paru à un adolescent comme moi une éternité. Rien dans ma vie, sur le plan poétique, semblait ne s'être passé d'absolument contemporain pendant ces 6 ans de vie. Et puis d'un seul coup apparaît Godard. Et moi là, je comprends, encore une fois, qu'il y a quelque chose d'extraordinairement nouveau, mais que moi, il va me falloir un temps infini pour être à la hauteur de cette nouveauté. À ce moment-là, pendant qu'on discute de tout ça, pendant que je commence d'écrire la légende, etc., j'entends encore Adrien dire, mais la page de François a quelque chose en elle-même de godardien. Et je l'ai regardé encore avec un autre œil. C'est dire la part constante que chacun a pris dans la composition de ce livre. C'est moi qui ai écrit la légende. Mais encore une fois, je me suis nourri de tout ce que les autres m'apportaient. Et c'était prodigieux parce que, effectivement, si on regarde sous l'œil de Godard, cette une de François, et si on la décortique, ce que j'ai tenté de faire dans la légende, on s'aperçoit qu'elle est godardienne avant l'heure, mais elle est très lente. Et lui va ramasser tout ça, le catapulter, le contre-catapulter, le mettre à l'envers. Et avec le génie qu'il a eu très longtemps, beaucoup d'avance sur moi, c'est pas pour dire que je me vante de l'avoir rattrapé, mais enfin, j'ai, grâce à lui, beaucoup progressé. Mais c'est comme ça que s'est fait le livre, c'est comme ça que ce genre de réflexion à nous trois m'a aidé à comprendre mon travail d'écrivain, à le traduire dans les légendes et à faire que c'est quelque chose où je me suis permis, et c'est seulement, je crois, à la fin de sa vie, en tout cas moi c'est seulement à la fin de ma vie que j'ai eu ce courage, je me suis tout permis, c'est-à-dire je me suis permis de... Les choses qui dans la vie fatalement arrivent les unes après les autres, mais qui arrivent toutes, qui déboulent et qui ne disparaissent pas et finissent par faire un ensemble incontrôlable et explosif. Je l'ai mis dans ce livre avec l'aide et parfois précédé par Sophie et par Adrien, tellement le trio que nous formions travaillait en musique. Je me suis permis de rassembler beaucoup de choses. Et l'échantillonnage est suffisant. Bien sûr, en quantité, on aurait pu quadrupler le livre, ça n'aurait eu aucun sens. Il y a amplement de quoi faire comprendre le fonctionnement de mon écriture et le fonctionnement de mon regard, et que mon écriture elle-même est un regard, en même temps qu'elle est une oreille qui se met au travail. Je pense que le livre le dit, ça. Et il a fallu être 3 pour le dire, pour qu'il puisse le dire. C'était très étonnant pour moi, encore une fois, très très étonnant. Et vous savez, à la page suivante, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on n'a jamais su jusqu'au bout, y compris la dernière page, ou l'avant-dernière plutôt, quand Anthony nous a dit, mais il reste encore 2 pages, il y a un cahier où il reste encore 4 pages tout à fait à la fin. Et là,
moi, je voulais une photo d'Annessin des Tourneaux. Je voulais une photo, pardon, d'Annessin des Tourneaux. Je voulais beaucoup, beaucoup. Et on a trouvé tout de suite à le mettre là. Et une autre chose dont j'étais très content, c'était que j'avais vu et dit à personne que dans cet essaim des Tourneaux se dessinait une figure d'un des pions, je ne sais pas comment on dit, dans le jeu d'échecs, qui est le cavalier. Et je l'avais vu tout de suite, je l'ai dit à personne parce que je déteste les métaphores et je déteste les apparitions soudaines. Je me dis, tu gardes ça pour toi. De toute façon, personne ne le verra, ça. Et puis, immanquablement, un des merveilleux lecteurs, dont je ne dirai pas le nom, et qui est très familier du jeu d'échecs, elle a tout de suite vu. Si je dis, fais pas d'erreur, bien que connaissant si peu aux échecs, le cavalier, c'est celui qui n'avance jamais droit. Voilà. Il n'avance jamais droit, il est impossible, le cavalier. Mais à un moment donné, moi j'avais pensé, après j'arrête de parler, à un moment donné, j'avais pensé qu'on pourrait mettre l'essaim des Tourneaux dans la cantate. Et puis, on s'est dit que dans la cantate, on allait mettre une photo d'un paysage de neige, puisque Pasternak aimait tellement la neige qui est si abondante, ou était si abondante dans la Russie de l'époque. Et on avait choisi à dessin une photo de Stiglitz, d'un paysage de neige, d'Alfred Stiglitz à Lake George, qui est un lieu qui m'est cher à plus d'un titre, non seulement parce que Stiglitz a fait parmi ses plus belles photos, mais parce que c'est là aussi, c'est à Lake George, que David Smith avait l'atelier mondialement célèbre qui s'appelle Bolton Landing. Et d'un seul coup, Sophie est arrivée sortant de ses recherches qu'elle fait si admirablement bien sur Internet, elle est arrivée avec une photo de l'emballage en papier craft de l'édition clandestine russe, la première édition russe de Jivago de Pasternak est une édition produite par la CIA et qui a fait grand bruit, qui est dans une très belle reliure en percaline bleue que nous reproduisons dans le livre. Sophie a produit ça. Et quand Sophie a produit ce papier d'emballage, je savais qu'il fallait le mettre dans la cantate à la suite de l'édition clandestine, à la suite de la page de titre de cette édition clandestine. Il fait ce papier d'emballage dans laquelle les agents, dans toute l'Europe, de la CIA, avaient emballé ça pour que ce soit anonyme et le glissait dans les poches des Russes qui rencontraient partout où on pouvait rencontrer des Russes, à la sortie des églises orthodoxes ou sur le pavillon de la foire de Bruxelles. C'est comme ça, petit à petit, que Pasternak est rentré en Russie, par la CIA dans cet emballage-là. Je pense aussi que d'avoir mis cet emballage qui a un rang égal aux œuvres d'art les plus ambitieuses du monde occidental, au Déjeuner sur l'herbe, ou à l'Atelier rouge de Matisse, ou à la Desserte rouge, ou au Nu bleu, ou au Gilet rouge de Cézanne. Je pense que l'avoir mis là signifie aussi la nature même de mon attitude vis-à-vis de l'art, qui est que ça reste à la fois quelque chose d'extrêmement ambitieux, l'art, et en même temps qui doit garder l'humilité la plus grande possible. J'ai dit, je ne sais plus quand, ces derniers temps, que j'étais un athée en art. J'ai emprunté cette formule à Michel Delon, qui est le grand spécialiste de Sade, qui dit à propos de Sade, il était un athée en amour. Je peux dire aussi d'ailleurs que je suis un athée en amour, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Mais d'être un athée en art signifie qu'on ne déifie pas l'œuvre d'art, on rend le plus humble possible la tâche et les devoirs et la chance unique d'être un artiste. On essaye de n'avoir aucun culte et
on est dans une laïcité respectueuse, la plus courageuse possible, la plus obstinée possible, quant à son travail, quand on produit son travail, quant au travail des autres, sans lequel, moi, je ne serais rien sans le travail des autres. Ce livre, évidemment, témoigne. Je suis rien. Là, ce qui est beau, c'est vraiment que la beauté du livre, c'est le travail des autres. C'est ça qui est, si je puis me permettre de porter un jugement sur le livre, c'est la vraie beauté qu'il a, c'est que c'est les autres. C'est que c'est les autres, c'est que c'est Rembrandt, c'est que c'est William Carlos Williams. C'est aussi que nous avons voulu qu'il y ait plusieurs langues. Il y a tout le temps de l'allemand, ou de l'italien, ou de l'anglais, parce que nous sommes européens. Et c'est une infime partie. Il y a le titre de L'homme sans destin de Kertész, on l'a mis à dessin en hongrois. Être sans destin, pardon. Le titre de Primo Levi, on l'a mis en italien. Je tiens énormément à ça, à la beauté de ces différentes langues qui font la vie d'un continent auquel vraiment, dont je fais partie, qui est l'Europe, et grâce auquel j'ai une chance inouïe de ne pas avoir jamais une éducation strictement de français, uniquement, exclusivement. J'ai été élevé dans plusieurs langues. J'ai aussi étudié les langues anciennes. Mais tout ça est très européen et c'était bien. Et ça m'a aidé, ce sentiment très fort d'être européen, ça m'a aidé à aborder l'Amérique sans être noyé par l'Amérique. Ce livre est aussi un livre de mon Amérique. C'est-à-dire, une fois de plus, pas l'Amérique que je possède, mais l'Amérique à laquelle j'appartiens. J'appartiens aussi totalement à l'Amérique. Et j'en profite pour dire que le grand poème américain du XXe siècle n'a pas seulement consisté à produire des romanciers et des poètes étonnants, à produire des chorégraphes comme Merce Cunningham qui ont littéralement renouvelé la vision du monde, tout simplement, et la grammaire et la syntaxe du monde. Mais ils ont une part de leur génie a consisté à comprendre mieux que les Européens et mieux que les Français ce qu'il y avait de plus beau en France. Ce qu'il y avait de plus beau en France, c'était qui? C'était Cézanne et c'était Matisse. Et ça a été compris, aimé, acheté, exposé par qui? Par les Américains. Et c'est en Amérique que je suis allé comprendre Matisse. Et ça fait partie... Oublions qui je suis, parce que ça a vraiment si peu d'importance ce soir. Mais ce qui a d'importance, c'est les grandes forces de la poésie du siècle. Je pense que la compréhension de Cézanne et de Matisse par l'Amérique fait partie d'un des grands poèmes du siècle, du XXe siècle. Excusez-moi, je suis parfaitement conscient que nous sommes au XXIe siècle et que tout ça a eu lieu. Mais j'ai aucune honte à le dire, je suis un homme du XXe siècle, pas du XXIe siècle. Je suis là par un sursis illicite et que je m'efforce de mériter ou auquel je m'efforce de répondre tout en étant profondément désorienté. Mais je suis un homme du XXe siècle dont le livre parle de ça. C'est un livre qui parle du XXe siècle, au cœur duquel, évidemment, il y a les romanciers, il y a Pasternak et tout ça. Alors, juste une objection. Quand je regarde juste une objection avant de donner la parole à Sophie Adrien. Quand je regarde la bibliographie, votre bibliographie, et vous avez écrit et vous avez publié autant dans le XXIe siècle que dans le XXe siècle. Et vos livres du XXIe siècle épousent leur époque, de la même manière que les livres que vous avez écrits dans le XXe siècle. Mais je ne vous redonne pas la parole parce que... non, là, je voudrais, parce qu'il y a quelque chose qui me tient très à cœur, et que je ne voudrais pas ne pas évoquer.
Mais avant, une question auparavant, une question pour Sophie et Adrien. Vous êtes professeurs tous les deux, des très fins connaisseurs et subtils lecteurs de Dominique Fourcade. On l'a compris. Mais vous enseignez, Adrien, à Rouen, en classe préparatoire. Vous enseignez la philosophie. Et Sophie, vous enseignez au lycée Lacanal, à Sceaux, également dans des classes préparatoires. Et vous enseignez la littérature, oui. Pardon. Et vous enseignez Dominique Fourcade, vous enseignez la poésie de Dominique Fourcade. Qu'est-ce qu'elle représente pour vos étudiants, pour vos élèves? Qu'est-ce qui... D'abord, je pense que c'est très important de dire que des professeurs enseignent la poésie contemporaine. Mais comment vous transmettez cette poésie et qu'est-ce qui est reçu par vos élèves, vos étudiants? Tu commences? Merci Adrien. Ça marche, oui? Je ne sais pas. C'est difficile de répondre à votre question. Je n'enseigne pas la poésie de Dominique Fourcade et je ne pense pas que j'enseigne la poésie. Vraiment pas. Enfin, c'est peut-être le paradoxe. Je suis désolée si j'ai l'air d'être payée à pas faire grand-chose du coup, mais non, vous la faites lire. Ça se passe pas. Enfin, oui, non, j'en sais rien. Non, ce que je peux dire, c'est que je pense que je tiens beaucoup, c'est vrai, à mon métier. Je pense qu'il n'est pas forcément. Je crois que rien n'est étranger à rien dans l'affaire. Ce qui circule sans doute dans le livre, à voir aussi avec les étudiants, avec mon métier, etc. Bon, là n'est pas le problème d'ailleurs. C'est pas votre question. C'est le fait que je pense que le travail de Dominique Fourcade, sa poésie, le fait que je la lise, ça me donne une énergie pour mon métier. Ça traverse. Peut-être que je fais mon métier avec, ou que à la fois ça me nourrit, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, je pense, à le faire. Mais je ne l'enseigne pas. Oui, les étudiants, je peux les inviter où va y avoir des morceaux du travail de Dominique Fourcade, par exemple, dans un cours, mais je ne le commente pas, je ne crois pas. Je pense que pour les étudiants, j'ai toujours eu le sentiment que c'était là dans notre travail, d'ailleurs ce n'est pas mon travail, c'est un travail avec les étudiants, que c'était là, que c'était présent, que ça travaillait avec nous. Et après, ça travaille avec eux et je n'ai pas forcément accès à ce que ça va représenter pour eux. Je pense que pour certains, ça peut être très important. Je pense que quand ils sont devant un poème ou avec un poème de Dominique Fourcade, l'important, peut-être quand on est professeur, c'est que le poème existe pour lui-même. Enfin, on en revient toujours au même problème, pas le recouvrir de mots, et il va exister pour eux, comme ça, sans mon commentaire. C'est peut-être justement ça, la présence énorme de cette poésie, c'est qu'elle n'a pas besoin de moi, enfin, vraiment pas. Et peut-être qu'il suffit de la proposer aux étudiants, et après, voilà, les étudiants partent et ils en feront bien... ça deviendra avec eux ce que ça a à devenir, ou pas. Mais ça ne m'appartient plus, non plus, à ce moment-là. Alors, moi, je peux dire aussi que moi, je suis professeur de philosophie. Alors, d'un point de vue extérieur, ça s'y prête encore moins. Ce que je peux dire, je ne peux pas dire que je l'enseigne. Je peux dire que depuis que j'ai 20 ans, elle a transformé ma vie. Que ça, donc... et elle a transformé ma vie encore là, c'est-à-dire que de manière très inattendue, ça nous a transformés. On était parti pour faire un livre sur Dominique, ça nous a transformés en co-auteurs, ce qui était vraiment complètement inattendu qu'on se retrouve là, et même ce soir, enfin même tout dans le livre, à la place à laquelle la nôtre. Donc, cette capacité de transformation,
par la mise en place de rapports dont vous avez parlé, et dont je pense que ça transforme effectivement le regard, la vie, la lecture du siècle, c'est peut-être ça qui passe, disons, à travers moi et qui m'a appris à lire aussi, et une attention qui du coup est perceptible, mais encore une fois à travers moi, pas en l'enseignant, mais comme ce livre pourra le faire lui, c'est-à-dire pas en enseignant, mais il y a des moments extraordinaires de syntaxe, de leçons de syntaxe. Je veux dire, quand il y a le fifre à côté de Merce Cunningham, ça c'est des espèces de vertiges syntaxiques. On ouvre ça, si on ne l'avait pas vu avant, on le voit et on ne peut plus l'oublier jamais. Et c'est à la fois, par rapport aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à la fois Dominique et pas Dominique, ça. C'est-à-dire que c'est la poésie, c'est la vérité de la poésie. C'est pour ça qu'on était inquiet sur ce livre. Je pense à George Oppen, puisque Dominique parlait du moment où on a mis la page, etc. George Oppen dit que la poésie, c'est un test of truth, c'est-à-dire un test de vérité. Bah, ce livre, ça a été à chaque fois ça. On a testé, et si c'est vrai, ça tient. Et donc, ça, on ne l'enseigne pas. On le produit, on le fait voir. Et si c'est vrai, ça passe, et ça transforme, et ça fait que d'autres personnes lisent et apprennent à lire, à voir. Mais c'est pas, je ne peux pas dire un enseignement. Et peut-être la dernière chose, c'est que il y a effectivement cette vérité pour aujourd'hui d'une écriture et d'une syntaxe pour aujourd'hui, et qui va chercher et c'est aussi ce qui fait la qualité de présence de ce livre, que c'est pas du tout un livre nostalgique, c'est pas du tout un livre de retour en arrière, et ça aussi, il fallait... Bon, ça, pour le coup, on était attentif à ça, mais on l'a pas réussi, c'est-à-dire que les choses sont présentes parce que la poésie qu'elle dégage simultanément, c'est une présence. C'est pour ça qu'on dit c'est des images, ça veut dire c'est des présences nues, constamment. Et donc ça, pour des jeunes d'aujourd'hui, il n'y a pas... oui, c'est très précieux, ça, d'avoir un regard qui met à l'épreuve la vérité d'une syntaxe, de corrélation, etc. Ça, c'est du XXe siècle, et comme vous dites, effectivement, aussi avec quand même un pied dans le XXIe, qui est aussi présent dans ce livre, c'est sûr. Oui, et qui propose, qui présente une syntaxe qui est stupéfiante, étonnante, au sens propre du mot, et qui, en même temps, a ceci de particulier, c'est qu'elle échappe complètement à tout critère d'histoire de l'art. C'est-à-dire que ces images, chacune, enfin, la liberté, l'autonomie de chaque image dans sa valeur d'événement, et les images entre elles, dans leur combinaison. Donc il y a cette liberté, et en même temps, il y a une suggestion de toutes ces images à quelque chose qui est d'un ordre totalement autre que celui d'une histoire de l'art. Et ça, c'est aussi quelque chose d'audacieux, parce que c'est une liberté du regard qui... je ne sais pas, quand on a eu la chance de visiter une exposition avec vous ou un musée, on sait de quelle manière vous allez tout droit, comme une sorte de détecteur de métaux, et là vous allez tout droit vers là où est le moderne, là où est le présent, et c'est très important, j'ai oublié de le dire, mais vous faites bien de le rappeler, c'est tout sauf de la nostalgie, c'est tout sauf que le passé. Le passé, je pense, ça ne vous intéresse absolument pas. Ce que vous allez chercher dans le passé, ce sont des présences, et du coup, c'est du présent, immédiatement.
immédiatement et rien d'autre que du présent. Alors, la chose que je ne voudrais pas ne pas évoquer, c'est, on a parlé pour l'instant, on a juste parlé des légendes, qui est une des manières, enfin l'un des régimes d'écriture de ce livre, les légendes parfois très brèves, parfois beaucoup plus longues, parfois d'une précision que Jean-Christophe Averty aurait appréciée. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Christophe Averty, allez sur Internet. Ça a été simplement l'un des grands inventeurs de formes du cinéma, de la télévision et de la radio. Et donc, il y a les légendes, il y a Feston, qui est comme un furet, un ourlet, à la fois un ourlet qui quelquefois cède un peu, ou enfin, il disparaît, un furet ou un cours d'eau qui tout à coup devient souterrain, puis il revient, un dauphin dit... Voilà, enfin, vous n'aimez pas les métaphores, mais là, vous êtes servi. En tout cas, c'est ça, il est là, il n'est plus là, mais on se demande ce qu'il fait pendant ce temps-là. Et puis, il y a au centre du livre, Cantate pour François et Gérard. Et la dernière image avant d'arriver à Cantate, c'est la ligne de départ du 5 mètres, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, avec Jesse Owens. Et alors, la prise de vue fait que les coureurs sont au starting block, ils sont en train de s'élancer. C'est une vue, un diagonale, les corps projetés vers l'avant. Et on entre dans Cantate avec cet élan-là, c'est-à-dire avec un sprint, avec une course de grande vitesse, de grande rapidité. Et en réalité, on entre dans un tout autre territoire, dans un tout autre paysage, dans un tout autre tempo, qui alors je n'arrive pas à savoir pourquoi Cantate, où les images se raréfient, où on est toujours dans le même livre, mais dans une autre zone. Je n'arrive pas à m'expliquer, donc je vous demande, tous les trois, pourquoi ce poème, parce que c'est encore un poème, mais qui devient méditation, qui devient essai, qui devient élégie, pourquoi il donne une empreinte au livre et juste au milieu du livre, et après le livre reprendra son cours, mais cette gravité de Cantate est quelque chose qu'on n'oublie pas, enfin qu'on porte avec nous jusqu'à la fin du livre. C'est moi qui dois répondre encore. Alors, moi, allez-y, après je dirai 2-3 choses. Vous voulez dire avant moi ? Non. Alors, encore une fois, ça a été improvisé. Et encore une fois, cette fois-ci pour Cantate, je ne pensais pas m'en tirer en 2 lignes, fort de l'expérience antérieure des autres textes, mais je pensais m'en tirer en 2 pages. L'idée, l'instinct, j'étais très remué par tout ce qui s'agitait, toutes les eaux, tout ce qu'on discutait entre nous, tout ce qui survenait, tout ce qui arrivait sans prévenir et devenait présent. Je me suis dit, il faut que je fasse le point sur quel est, pour moi, le commun dénominateur du XXe siècle. Et en réfléchissant, je ne pouvais pas éviter le sentiment que le commun dénominateur du XXe siècle, au cœur et en son milieu, est accompli par des Européens, qu'ils soient allemands, nazis ou russes
communistes m'importe peu, mais ce sont des Européens, était l'horreur de l'extermination de masse, sous toutes les formes possibles. Et dès lors que c'était si fort ce sentiment, dès lors que j'ai eu bien clair en moi l'évidence qu'il fallait dire ça, que je me devais, moi écrivain, de me le dire à moi-même et de le dire dans ce livre. Encore une fois, j'ai été débordé, c'est-à-dire ce qui devait se faire en 2 pages, on a pris 20. Et notamment, inévitablement, je me suis dit, mais je suis écrivain, qui sont les écrivains qui l'ont le mieux transcrit dans l'écriture, qui en ont fait de l'écriture? Il y avait évidemment, d'un côté, et pas mineur, ceux qui ont été dans les camps et qui ont connu cette épreuve, et puis il y avait les romanciers. Je n'en connais que 3, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Les 3 majeurs, c'était les romanciers de cette époque-là, c'était Pasternak, plus grand que tous, avec un seul livre, Jivago. C'était évidemment Solzhenitsyn, c'était Chalamov. Mais il y en a sûrement d'autres. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je reconnaisse que c'était des romanciers ou des gens qui n'étaient pas écrivains et qui le sont devenus dans les camps, comme Primo Levi ou Robert Antelme, ou Charlotte Delbo, bien sûr, peut-être d'ailleurs en France, c'est elle le meilleur écrivain. C'est elle qui était reconnue en dernier. On ne lui a pas tout de suite accordé son rang de très grand écrivain. Je signale au passage que pendant que nous travaillions ce livre et que nous mettions en route tout ça, moi j'ai lu un petit entrefilet dans Libération annonçant l'apparition du volume de la Pléiade, des écrits d'Antelme, de Delbo, mais rien que des Français, ou des gens ayant écrit en français comme Semprun, Rousset, etc. Le volume de la Pléiade est paru il y a 3 semaines. Il est absolument passionnant, il a une très belle préface d'Henri Sépi, mais moi je ne savais pas que tout ça allait arriver en même temps. Non pas encore une fois que je veuille me mettre sur le même rang, bien sûr, mais j'ai très touché qu'on fasse officiellement en France une reconnaissance littéraire. Parce que ces gens sont des écrivains remarquables. L'écriture d'Antelme, l'écriture de Charlotte Delbo a marqué beaucoup d'entre nous en tant qu'écriture. Pas seulement pour l'horreur qu'elle transcrivait, avec tant de dignité d'ailleurs, mais aussi tant d'invention. Alors, je reviens, moi, à la cantate. Je me suis dit, il faut que je fasse place, avec mes moyens du moment, à la réalité suivante. Et l'évidence, c'est que le désastre était si violent qu'il aspire à lui les siècles antérieurs et qu'il aspire à lui tout ce qui a suivi et que nous interprétons à la lumière de ce désastre. Première chose. Deuxièmement, si ce ne sont pas des poètes qui l'ont rendu ou transcrit le mieux, et même loin de là, des poètes, je m'entends, des gens que les autres classifient dans le genre poète. Bon, Dominique Fourcade est un poète, tandis que Chalamov est un romancier. Mais Chalamov est un poète. Simplement, il écrit son poème en prose et avec les techniques du roman. Mais il est un grand poète, et le plus grand de tous est évidemment Jivago. Et là-dessus, je me suis mis à remuer, à trouver tout ce que je pouvais trouver et tout ce que nous pouvions trouver autour de Jivago. Toute cette histoire invraisemblable de l'édition de la CIA en russe, la première, c'est quand même un moment insensé de l'histoire des guerres, et qu'un très très beau roman devient un instrument qu'on peut retourner contre le communisme.
et que si le communisme n'avait pas protesté, il ne se serait rien passé, jusque la beauté de ce roman qui se suffit à elle-même. Et donc en quoi, comment ont-ils fait quelque chose que moi je ne sais pas faire? Je connais déjà au moins une raison, c'est que moi je n'ai pas d'imagination. Eux l'ont, mais le passionnant est que tout ce qui s'est passé de plus horrible au cœur de ce siècle n'a rien d'inhumain. Rien fait partie du registre de l'humain qui est illimité dans le domaine de l'horreur. Les faux crématoires, c'est totalement humain. Mais c'est inimaginable si on ne les a pas vécus. C'est pourquoi, et l'expérience du goulag, pareil, c'est totalement humain, mais inimaginable, sauf par ceux qui l'ont traversé. Et du coup, j'ai été épaté par le fait, par exemple, le fait littéraire, que quand Pasternak a eu fini Jivago et qu'il en a eu fait établir 3 ou 4 dactylographies, le premier lecteur auquel il a songé, c'était Chalamov, un homme de la génération d'après la sienne. Et Chalamov a pris le livre, il lui a dit « Je vous laisse 15 jours, Pasternak. Et si vous n'avez pas le temps, il faudra quand même me rendre la dactylographie, parce que j'en ai très peu, j'en ai vraiment besoin. » Et Chalamov l'a lu en 4 jours, a compris la beauté unique de ce livre, la beauté littéraire et le témoignage humain et politique de cette grande poésie. Mais il a dit ceci à Pasternak, pardon. Il a dit, il y a une chose où vous n'êtes pas dans le sujet, c'est quand vous abordez les camps. Parce que là, même quelqu'un d'aussi doué d'imagination que vous ne peut pas imaginer l'inimaginable. Et je le dis, ça, je suis très heureux d'avoir mis ça en œuvre dans le livre. Chalamov dit, en somme, il lui résume ce que c'était. Et dans cette lettre extraordinaire qu'il écrit à Pasternak, où il reconnaît son génie immense et où il sait déjà, en une semaine, que Jivago va régner sur l'époque, mais il lui fait un petit résumé de là où il est fautif et déficient parce que c'était inimaginable et non pas inhumain, et il lui écrit en somme dans la lettre un petit résumé de ce qu'on voit être les récits de la Colima de Chalamov. Et c'est d'une beauté où tout ce que doit faire un écrivain est exposé. Et là, que voulez-vous qui je suis, moi, là-dedans? Rien. Au moins, je dis, là-dedans, je ne suis rien, et aucun poète n'a été rien. Mais eux ont été les poètes de ça. Et on n'est pas poète seulement en écrivant des vers. On est poète dès lors qu'on est dans le vif du sujet de la vie sous quelque forme que ce soit et qu'on la transcrit avec un sentiment de vérité par quelque moyen que ce soit. Et c'est ça qu'eux ont fait. J'étais tellement content d'avoir réussi à le dire, à me le dire, à le mettre dans ce livre. Et encore une fois, ça a pris 20 pages ou 25 pages, je n'en sais rien. Et d'aboutir à l'emballage en papier craft qui dit à la fois quelle était l'époque et qui dit qui je suis, moi, par rapport à tout ça. C'est-à-dire un type à genoux d'admiration devant l'endurance de ces martyrs et devant le génie de certains d'entre eux qui nous l'ont livré, sinon on ne saurait pas de quoi il s'agit. Et au passage, j'étais aussi content de pouvoir évoquer la situation désastreuse de Walter Benjamin, qui n'a même pas pu trouver un endroit pour lui en Israël, et où Gershom Scholem, son meilleur ami, lui dit « Non, ne viens pas, il n'y aura rien pour toi en Israël, pour Benjamin. » Et le fourvoiement de Heidegger que j'admire tant, le discours de rectorat, etc., j'ai pu tenter de mettre tout ça dans ce témoignage. C'est pour moi extrêmement important, mais c'est une chose qu'il y a 10 ans, j'aurais sûrement pas été encore capable de faire, et surtout de réunir dans une totalité
témoignage où le mot poème à moi consiste à témoigner que je suis conscient de ça, au moins. Voilà. Je demande pardon parce que je parle interminablement. C'était juste pour dire que pendant conclure. longtemps, cette cantate, c'était d'abord ce qu'on appelait entre nous la légende solitude, et que c'est devenu ça, c'est la solitude de Jesse Owens dans ce couloir dans la capitale du Reich en 1936, et c'était la solitude de la poésie dans ce siècle de mort, et ça est devenu ce texte incroyable qu'on a découvert, voilà, et à partir de la solitude de Dominique aussi dans tout ça. On est obligé d'en rester là. Mais deux choses. Le livre se termine avec une photo. Enfin, je ne sais plus d'ailleurs quelle est la toute dernière photo. Je crois que c'est l'envol des étourneaux. Oui, et avec donc cette ouverture. Donc, comme l'envol des étourneaux, le livre trouve différentes chorégraphies selon les lecteurs, je pense. Et puis, il y a quand même une photo qui renvoie à celle du Racing Club, de ce garçon de 10 ans qui s'appelait Dominique Fourcade, et c'est toujours le même Dominique Fourcade en footballeur. La table dont on n'a pas parlé dit le plus vieux footballeur du monde. Peut-être que vous vous vantez un peu, mais toujours est-il que voilà, la partie n'est pas close, le match continue. J'en sais rien. J'en sais rien. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.